Vous écoutez Dans l'Atelier des Historiens, un podcast du Centre d'Histoire de Sciences Po, présenté par Aurélie Luneau. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Atelier des Historiens. Avec nous, une invitée qui va nous emmener sur son terrain de recherche et d'expertise et qui va nous confier des histoires de sources qui ont marqué son parcours. Aujourd'hui, notre invitée est Elissa Mailander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée professeure au Centre d'Histoire de Sciences Po, historienne spécialisée dans les domaines de l'histoire du quotidien, de la violence, du genre et des sexualités. Autrice notamment du livre Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme, 1930-1950, un livre paru au Seuil. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie. Alors Elissa Mailander, pour comprendre les sources dont vous allez nous parler aujourd'hui, il faut remonter à vos premières recherches, c'est-à-dire à l'époque où vous étiez plongée dans vos travaux concernant votre thèse qui portait sur... Oui, ma thèse portait sur les gardiennes des camps de concentration de Majdanek en Pologne occupée. Ma problématique ou ma question principale était la violence au quotidien de ces femmes. Et d'expliquer, d'interroger, mais aussi d'interpréter cette violence. Pourquoi ce sujet ? Oui, cette question m'est posée beaucoup. Je ne sais pas, je pense que c'est un processus et c'est nous qui trouvons les sujets, les questions, mais aussi les questions, les sujets nous trouvent. J'avoue que pendant très longtemps, l'histoire n'a pas eu une grande place dans ma vie. J'ai fait des études de littérature ou de sciences de la littérature comparée. Et c'est justement en m'interrogeant sur la figure de la femme fatale dans la littérature décadente française, parce que j'étais aussi en études françaises ou romanistiques à l'Université de Vienne, que je me suis de plus en plus intéressée à ces figures, là en l'occurrence des figures très racisées, des figures antisémites par des auteurs comme les frères Concours, comme Jean Lorrain. Et je me suis de plus en plus intéressée, pas seulement aux figures féminines, mais aussi aux actrices historiques féminines. Je voulais faire une histoire de femmes, mais je ne voulais pas faire une histoire de femmes positives, c'est-à-dire sur des figures extraordinaires, positives. Mais ça montre déjà mon sujet de mémoire à l'Université de Vienne. Je cherchais toujours un peu les sujets difficiles. Et donc, j'avais en tête de travailler sur la violence féminine. Et c'est donc en ayant terminé en 1999 ma maîtrise, j'ai discuté avec des personnes et finalement, mon attention est tombée sur les gardiennes de camp. C'était peut-être aussi parce qu'à l'époque, il y avait aussi le roman policier Le Liseur de Bernhard Schlink qui était très, très discuté, qui était dans les médias. Et voilà, et comme ça, je me suis plongée dans une quête historique. Et c'est donc autour des années 2000-2001 que je me suis convertie ou transformée en historienne. Et c'était évidemment un long chemin. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement historienne, mais c'était pas un parcours linéaire et c'était pas donné. Et vous êtes retrouvée, Elissa Mailander, à travailler sur le parcours de 28 gardiennes employées par la SS. Ce sont des travaux qui portent sur la banalisation du mal, côté femme. Oui, parce que les femmes sont toujours en arrière-fond. Si on se réfère maintenant à l'univers concentrationnaire, c'est surtout les épouses des hauts fonctionnaires, des commandants SS qui étaient dans le collimateur de la presse, déjà depuis l'après-guerre. Quelques gardiennes aussi, mais c'était dans les deux cas. Donc, si on pense par exemple à Ilse Koch, donc la fameuse femme du commandant de Buchenwald, qui d'ailleurs, après aussi, Karl Otto Koch sera aussi transféré dans le camp de Majdanek, donc que j'ai étudié. Et aussi les gardiennes, si on pense à Irma Grese, lors du procès de Bergen-Belsen, c'était toujours des femmes érotisées, des femmes scandalisées, des femmes sexualisées aussi. Dans la presse, on commentait leur physique, on commentait leur cruauté extraordinaire. Et justement, en fait, je voulais faire une autre histoire. Je voulais vraiment
suivre les trajectoires d'un groupe de femmes. Je voulais comprendre leur vie. Je voulais surtout comprendre quel chemin amène dans le camp de concentration. Pourquoi on se fait embaucher dans un camp de concentration et quelles sont leurs carrières professionnelles. Et aussi, pourquoi des femmes ordinaires deviennent-elles dans un milieu ou dans une situation très particulière, extrêmement violente. Et donc ça, c'était mes questions. Et j'ai cherché, parce qu'il fallait quand même des sources. Et j'ai eu la chance que dans les années 2000, il y a le grand procès de Majdanek qui a eu lieu à Düsseldorf de 1975 à 81, mais dont les enquêtes remontent aux années 60. Ce procès-là était enfin ouvert au public et consultable pour des historiennes. Et donc, je me suis lancée dans ce procès parce que ce procès m'a vraiment permis de suivre 28 gardiennes et surtout d'avoir une connaissance beaucoup plus concrète d'un fonctionnement de camp à travers les témoignages des gardiennes, mais aussi, surtout, à travers les témoignages des survivantes et survivants. Parce que tout ce qui concerne la violence, les interrogés allemands du côté SS vont toujours fuir les questions et rien dire. Donc, en fait, pour étudier la violence, on a besoin des témoignages des survivantes et survivants parce que c'est les seuls qui vont oser parler de ça. Même si c'est très, très traumatique et pénible pour ces personnes. Donc des sources qui sont des témoignages dont vous parlez, peut-être aussi des lettres, des photos. Ce sont vraiment des sources spécifiques que vous avez pu, j'ai envie de dire, manipuler pour arriver à renseigner cette histoire. Oui, mais le problème avec les gardiennes, c'est que c'est des femmes qui sont nées autour des années 1905 jusqu'à 1924. Donc ça, c'est la tranche d'âge. La SS recrutait à partir de mai 1939. C'est la date où le camp de concentration pour femmes exclusivement ouvert donc pour des détenues femmes à 80 km de Berlin, donc le camp de Ravensbrück. Et là, on recrutait des femmes qui devaient être célibataires et sans enfants. En fait, sans enfants, ça aussi, ce n'était pas une condition sine qua non parce qu'il y avait aussi une pouponnière, une maternelle à l'intérieur du camp, mais elles devaient être célibataires. Et la SS recrutait, et à mon avis, spécifiquement des femmes ouvrières ou des classes populaires, entre guillemets, qu'on considérait peu instruites, donc des femmes qui ont une formation d'école de 8 ans obligatoire, qui sont parfois des femmes intelligentes, mais qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études, d'apprendre un métier, et qui se retrouvent donc très jeunes, soit à l'usine, soit employés comme domestiques, donc dans des travaux subalternes. Voilà. Alors que là, on leur donne un uniforme, elles ont des bottes, elles ont un couvre-chef spécifique qui leur donne une certaine autorité et une nouvelle stature, c'est ça ? Oui. En fait, ça, c'est Germaine Tillon qui l'a merveilleusement décrit dans son témoignage qu'au cours, en fait, on chronomètre 15 jours et ces femmes un peu timides se transforment en gardiennes avec une allure, avec une assurance de soi. Au début, on s'excuse encore quand on coigne quelqu'un et après, ça commence à crier, à piétiner, etc. Donc, l'habit fait le moine. Donc, l'uniforme fait la gardienne. Les bottes en cuir deviennent aussi des armes. Donc, on va piétiner et parfois même jusqu'à la mort des détenus. Mais pour qu'il y ait des documents autobiographiques ou égo-documents, il y en a très, très peu des gardiennes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas des femmes bourgeoises. C'est des femmes qui savent écrire et lire, bien évidemment. Mais elles n'ont pas cette conscience de soi ou aussi elles ne se sentent pas forcément peut-être à l'aise d'écrire des lettres, des journaux intimes, etc. Donc, en fait, c'est aussi des femmes qui vont, après la guerre, retomber dans une certaine misère sociale, qui vont devoir déménager, donc qui ne vont pas pouvoir garder. Ce n'est pas la même chose si on a une maison de famille pendant 30 ans où on peut stocker ses archives. Donc ça sera plutôt les Allemandes et les Autrichiennes d'une classe sociale un peu plus élevée ou qui font d'autres métiers ou d'autres carrières sous le nazisme. Mais les gardiennes laissent très, très peu d'archives, très peu de photos.
pas des récits sur soi. Et donc, on a besoin des procès. Et le procès, notamment le procès des Majdanek, était vraiment une source inattendue. Parce que normalement, on s'attend d'un procès qu'il y a une manière d'interroger les témoins très, très chorégraphée. Et dans des procès avant, procès d'Auschwitz et d'autres procès, on interrompt les procureurs au tribunal, on interrompt les témoins, y inclus victimes ou survivantes, pour demander des précisions, pour dire voilà, mais ça n'a rien à faire avec notre cas. Alors que le procès des Majdanek était porté par 2 magistrats jeunes qui sont nés donc, en 38, 39, qui ont été socialisés sous le nazisme, mais vraiment à très jeune âge, et qui étaient des démocrates convaincus, et qui avaient une sensibilité aussi, qui se disaient, voilà, ce procès va peut-être pas amener à un résultat juridiquement juste, mais on est très conscient que là, ce qu'on est en train de bâtir, c'est une archive. Donc en fait, on va laisser parler, y inclut les SS, mais les SS, on les a interrogés quand même un peu plus durement. Mais tout ce qui concerne les paroles, donc les 250 survivants et survivantes qui ont été interrogés, on leur a vraiment laissé parole libre. Témoigner, laisser des archives pour l'histoire. Voilà. Et donc, ce que ça a à faire avec le cas précis ou pas, on a vraiment recueilli leurs paroles. Et ça, c'est vraiment une chose formidable. C'est une source très, très riche. Oui, pour vous, on imagine, et aussi la difficulté de plonger dans ces témoignages. En tout cas, vous nous avez permis de comprendre avec vos travaux, Elissa Mailander, comment l'ordre social d'un camp peut aussi façonner un microcosme où la violence est devenue endémique au travail. Peut-être que vous pouvez partager avec nous une première source, un extrait d'un témoignage d'une ancienne surveillante SS de Majdanek, Herta Ehlert. Voilà. Donc, elle fait une déposition en 1970 dans le cadre encore du procès de Majdanek. Silence. Silence. On vous écoute. Le responsable du crématoire, le SS Oberscharführer Musfeld, savait bien que cet endroit me dégoûtait. Alors chaque fois que je passais par là, le matin, en me rendant au travail, il criait « crématoire » en me faisant signe avec un morceau de cadavre. En quoi est-ce que ce témoignage vous a amené un autre éclairage peut-être sur la violence ? J'ai trouvé ce témoignage fascinant parce que finalement, il nous dit beaucoup de choses sur les camps et sur l'univers SS et qu'est-ce que ça signifie de travailler dans un camp d'extermination parce que Majdanek était comme Auschwitz, un camp de concentration et d'extermination qui opérait entre 1941 et 1944. Et donc, évidemment, c'est un geste macabre de la part du chef du crématoire et même frivole. Mais peut-être je commence par Musfeld, qui lui est né en 1913. Il vient aussi d'une classe plutôt populaire. Il est, par sa formation civile, il est boulanger. Il a adhéré à la SS dans les années 1934 et puis très vite, par un goût du paramilitaire, il s'est fait affecter dans la Waffen-SS, dans d'abord le camp de Sachsenhausen et puis il a fait toute une trajectoire et il tombe à Majdanek où il se voit confier le crématoire. Le crématoire est un lieu important dans le camp parce qu'on tue en masse. Donc c'est un camp où le génocide fait partie du travail quotidien des employés du camp. Et la SS doit aussi détruire les cadavres parce que d'un côté, il y a un problème d'hygiène et donc de santé. Ce camp est un peu mismanaged, il y a des grands problèmes d'épidémie, c'est un camp un peu chaotique. Et d'autre côté, il faut aussi effacer les traces des crimes. Donc en fait, c'est un travail extrêmement apprécié par le commandement du camp, par les hauts fonctionnaires SS, mais par la SS elle-même, c'est un sale boulot. Donc en fait, c'est vraiment, on touche au cadavre, donc même si lui, il est assez gradé, décoré par les commandants du camp, ses camarades le fuient un peu, c'est un peu un solitaire. Il est marié, sa femme habite avec lui à Lublin.
Il est un peu Isolé. à l'écart, isolé. Et donc, ce qu'il fait avec ce geste, c'est quand même un flirt ou un peu aussi une taquinerie. C'est très genré. Donc, en fait, il effraie un peu la femme. Cette femme, elle est plus âgée que lui. Elle est née en 1925. Donc, Hertha Ehlert est une gardienne de camp qui s'est fait affecter en 1939 à Ravensbrück. Elle a une certaine expérience parce que ça arrive en 1942. Et donc, il est taquine, il effraie. Donc, Hertha Ehlert, elle est connue dans le camp comme une gardienne plus ou moins humaine, donc avec toutes les précautions, parce qu'évidemment, il y a des asymétries de pouvoir énormes. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, correct, dans un camp de concentration? Elle travaille dans la laverie, qui est vraiment en face du crématoire. La laverie, on va colorer les fenêtres pour que les commandos des femmes internées ne voient pas constamment les chariots, les mises à mort. Et Hertha Ehlert, elle va faire tout pour ne pas parler de la violence dans ses interrogations. Elle va tout faire pour oublier la mort, et je pense qu'elle est sincère. Elle prend ce travail comme un travail, et elle veut éclipser ou effacer qu'elle travaille dans un camp d'extermination. Et qu'elle en a été témoin. Voilà. Et là, cette geste, chaque matin, elle la confronte régulièrement avec ce lieu de travail extrêmement macabre et aussi meurtrier. Et là, elle ne peut pas fuir ça. Et il faut aussi intégrer les odeurs, les bruits. Donc, en fait, c'est impossible de vivre et travailler, parce que les SS vivent en proximité du camp, d'ignorer cette mise à mort systématique et massive. Et donc, ça nous donne vraiment une idée, voilà, des blagues anodines qui ne sont pas si anodines que cela et qui nous donnent la réalité d'un camp de concentration pour les SS. Et de cette violence inhérente au système mis en place. Elissa, c'est dans ce contexte de recherche sur ces gardiennes de camp que vous avez été au contact d'une photographie qui vous a marqué à jamais. C'était en 2003, je crois. Vous étiez dans un contexte un peu particulier, en voyage à Auschwitz. Racontez-nous en quoi cette photo, parce qu'on sent bien que vous avez des sources multiples que vous manipulez, que vous étudiez, que vous expertisez pour nous raconter l'histoire. Il y a aussi la place des photos. On pourrait même dire cette tournée, entre guillemets, des camps de concentration, d'extermination en Pologne était très particulière parce que en tant que doctorante et jeune chercheuse, je faisais partie d'un groupe de recherche des jeunes chercheurs sur les camps de concentration. Et donc, c'est une initiative des doctorantes qui commence en Allemagne en 1994 et qui existe toujours. Et maintenant, c'est devenu vraiment européen. Donc, en fait, des jeunes chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les camps se réunissent chaque année sur un thème. C'est organisé indépendamment des universités et des professeurs, et aussi indépendamment des mémoriaux, mais ces journées d'études de 3 jours ont toujours lieu près d'un mémorial. Donc en fait, on visite, mais on n'est pas attaché ou institutionnellement affilié aux mémoriaux. Et donc, j'ai fréquenté ces lieux d'échange depuis 2021, et à l'époque, donc dans les années 2000, c'était vraiment une fracture encore entre ceux et celles qui faisaient l'histoire des bourreaux, entre guillemets, ou l'histoire des exécuteurs, exécutrices des violences nazies, et les survivantes et survivants, les victimes. Aujourd'hui, ça s'est estompé, mais on collabore ensemble et on essaye de faire une histoire intégrée, mais à l'époque, on nous demandait souvent, même les jeunes chercheurs et chercheuses camarades, comment vous pouvez travailler sur les bourreaux. Et avec 2 camarades qui travaillent sur les médecins SS et sur les procédés Bergen-Belsen, on s'est dit en 2002, tiens donc, on n'était jamais dans un mémorial à Auschwitz, on n'a pas visité Treblinka-Sobibor. On a un peu peur d'y aller parce que vu qu'on fait l'histoire des bourreaux et on doit rentrer dans la logique des bourreaux, on s'est avoué qu'on a tous les 3 peur de ne pas être prise par ces lieux, de rien ressentir. Donc c'est intéressant. On n'a pas osé l'avouer à nos camarades qui faisaient la recherche sur les victimes. Et on s'est dit, tiens, on devrait y aller. Donc on a organisé un voyage. Et donc à Auschwitz-Birkenau, une photo sur un mur commémoratif dans le mémorial de Birkenau, donc où il y a des chambres à gaz et surtout les crématoires. On avait beaucoup de photos des personnes donc déportées et dont la plupart
assassinés. Et il y a une photo d'un jeune couple marié qui m'a vraiment frappée. C'est une jeune femme mariée qui regarde droit dans la caméra. Elle tient un verre de champagne ou un verre de vin et elle trinque. Et c'est avec cet regard très optimiste que tous les jeunes mariés doivent avoir dans le futur. Voilà. Son mari est un peu en retrait. En fait, ce que j'imagine que son mari, elle porte une robe de mariée très moderne, donc très sobre, avec un chapeau et une petite voile. Mais j'avais 30 ans à l'époque, j'étais aussi une jeune mariée. Ça me parlait. Et c'est surtout aussi cette modernité, cet optimisme qui me transportait. Et en même temps, cette photo est dans un lieu d'extermination. Elle a probablement été assassinée comme la plupart de sa famille. Et donc, cette photo m'accompagnait, mais à l'époque, on n'avait pas encore de smartphone, on avait des caméras digitales. Après, on allait à la FNAC pour faire des tirages et avoir aussi un DVD. Et j'ai changé depuis nombreuses fois. Il y a des crashs d'ordinateurs, des déménagements. Donc, en 2008-2009, déjà, je ne trouvais plus la photo, ni le DVD. Et là, vous vous êtes senti comment ? Une grande nostalgie, un sentiment de perte. Parce qu'en fait, je voulais écrire au mémorial d'Auschwitz, mais quand même, qu'est-ce que je dis ? J'ai vu sur un mur avec des milliers de photos un couple qui m'a fait, ils vont me prendre pour une folle. J'avais aucun nom, rien du tout. Donc en fait, j'ai perdu la photo, mais je ne l'avais jamais perdue de vue. Et je pense qu'elle a considérablement inspiré mon travail d'HDR, donc mon deuxième livre, qui est une étude sur la société majoritaire et sur l'attractivité du nazisme pour une société majoritaire nazie. La société nazie que j'ai définie comme hétérosexuelle, donc les personnes qui étaient lues comme hétérosexuelles, en bonne santé et aussi non-juifs, et qui donc profitaient aussi en grande partie des nombreuses droits que le racisme inclusif leur donnait, la politique du régime. Et donc, en arrière-plan, c'était toujours cette photo, parce que c'était donc moi qui menais une enquête sur la société nazie. J'étais très consciente qu'il y a un autre côté dans cette société nazie, et qui sont les personnes persécutées et exterminées. Et cette photo, finalement, vous l'avez retrouvée ? Oui, par hasard, il y a à peine un an, quand je faisais des travaux et je devais ranger des choses, j'ai trouvé dans une boîte les CD et aussi l'album photo avec toutes ces photos prises lors de ce voyage en Pologne. Et ça m'a beaucoup émue. C'est parce que j'étais très heureuse de l'avoir retrouvée, mais comme je disais, elle était toujours là. Toujours en vous, hein. Oui. Elissa, vous avez travaillé sur des archives lourdes, on va dire, difficiles psychologiquement aussi et émotionnellement. Elles nécessitent une certaine mise à distance face à l'horreur. Et en même temps, il vous fallait conserver un regard analytique pour raconter. Comment avez-vous fait ? Il y a je dirais pas, c'est pas une attraction, mais il y a vraiment la question qui me guide mes recherches depuis 25 ans. C'est la violence. Et la violence faite aux autres. J'ai eu la possibilité de changer de sujet, de plus travailler sur la Seconde Guerre mondiale, de plus travailler sur le nazisme. Et pourtant, il y a encore pour moi beaucoup de choses, des réponses ouvertes, plus des questions que des réponses. Et je trouve que c'est important aussi de regarder la violence de près. Donc moi, je viens d'un courant historiographique qui est l'histoire du quotidien, qui fait une histoire très proche des sources, très interprétative. Donc, c'est des lectures herméneutiques, des close reading des sources, et un courant qui regarde la violence d'un point de vue phénoménologique. Donc, en fait, vraiment, évidemment, on tient compte des structures, mais on regarde les pratiques sociales des gestes violents. Et ça nous force à regarder de près. C'est pas toujours facile, mais je pense que la distance analytique permet cette proximité et empathie, parce que je pense que l'autre revers de la distance analytique, c'est l'empathie. Et je pense qu'on ne peut pas faire ce travail sans empathie. Empathie d'abord envers les personnes persécutées, discriminées, exterminées, assassinées, mais aussi un
une empathie ou un respect minimum pour les acteurs et actrices de violence. Parce que si je les scandalise, ça m'empêche de comprendre. Et là, l'approche analytique aide à mettre à distance, à poser des questions, à trouver des concepts et des outils d'analyse qui rend ce travail plus facile. Mais évidemment, ça reste un travail difficile qui restera toujours inachevé. Parce que je pense avec Primo Levi, qui arrive au camp d'Auschwitz-Birkenau et un co-détenu lui dit ne pas chercher à comprendre. Donc Primo Levi, il va passer sa vie à comprendre, à chercher à comprendre. Donc évidemment, je ne me compare pas à Primo Levi, mais je pense que oui, c'est aussi, je m'inscris un peu dans cette tentative de comprendre et je suis très consciente qu'il reste toujours une part, et il doit toujours rester une part incompréhensible. Chercher à comprendre, est-ce que c'est aussi chercher à savoir si dans l'histoire familiale ou la vôtre, il y a un lien peut-être avec le choix de ce sujet de thèse ? Sans doute. Je viens donc d'une région bilingue d'Italie du Nord. C'est une région qui est très prise par le fascisme, donc italianisation de force, délocalisation des populations, interdiction de la langue allemande, etc. etc. Et en même temps, il y a aussi une inscription dans le nazisme, dans le sens qu'il y a une partie de la population qui va opter pour le Reich. En grosso modo, j'ai deux grands-pères, un qui intègre l'armée italienne et l'autre l'armée de la Wehrmacht. À la différence de l'Allemagne, où on tourne plutôt la page, et si je compare ma socialisation avec celle de mes camarades et acolytes en Allemagne, on a parlé beaucoup plus librement de la guerre. Donc en fait, je me rappelle, en tant que jeune fille, la génération des grands-pères parlait constamment de la guerre. Ils pensaient que nous, enfants, on ne comprend pas, et sûrement on n'a pas compris, mais on entendait. Et en fait, ils parlaient de leur expérience de prisonniers des guerres aux États-Unis, de leur expérience sur le front en Afrique, sur l'expérience sur le front en Union soviétique. Et donc la guerre était constamment là, et je pense que ces murmures que je n'ai pas compris, ils m'ont façonné, et c'est des années plus tard que j'ai commencé une quête sur ce qui s'est passé ou expliquer la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi ? Aujourd'hui, je travaille sur les photographies des soldats, photographies amateurs de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Je travaille surtout sur les photographies des soldats de la Wehrmacht, mais pas seulement. J'ai monté un projet collaboratif qui regarde les photographies des trophées, parce que je considère que c'est un genre à part qu'il faut vraiment interroger, parce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que ce genre devient vraiment une image sociale qui circule, qui est discutée à l'intérieur dans l'entre-soi militaire, mais aussi dans les familles, dans la société. Et donc, ces soldats nous ont aussi laissé un archive gigantesque en Allemagne, mais pas seulement, aussi en Australie, en Angleterre, ou en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon. Et donc, ce projet collaboratif va porter un regard transnational sur la Seconde Guerre mondiale à travers donc, les photographies amateurs des soldats. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Ce sera vraiment formidable. Merci à vous, Elissa Meilander. Je précise aussi, et je rappelle les titres de vos livres, Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme, 1930-1950, édité au Seuil. On peut aussi préciser que votre thèse a été publiée en allemand et en anglais. Elle est à disposition. Et pour en savoir plus, bien sûr, sur vos travaux, vos publications ou autres actualités, direction le site du Centre d'Histoire de Sciences Po. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour vivre d'autres rencontres et d'autres histoires de sources avec nos chercheurs. Et merci à l'équipe éditoriale du Centre d'Histoire, à l'équipe technique de Sciences Po, en particulier Nils Bertinelli, chargé de projet podcast et qui nous accompagne depuis le début. À très bientôt dans l'Atelier des historiens. Les archives ont été librement interprétées par Marion Laporte et Alain Rossi.